La chirurgie de la scoliose. Une chirurgie au plus près de la moelle épinière qui permet de corriger les déformations sévères de la colonne vertébrale chez l'enfant et l'adolescent. Objectif, améliorer la stature, corriger la déformation de la cage thoracique et dans certains cas, prévenir l'insuffisance respiratoire. La scoliose, c'est une maladie qui est fréquente, mais la majorité ne s'aggrave pas avec le temps, heureusement. Malheureusement, il y en a qui dépassent 40 degrés, 50 degrés de courbure et donc on est obligé de les opérer. Si on regarde cette girafe, elle a son cou, bien entendu, c'est le dos qui est tordu. Et puis l'opération va consister à ouvrir la peau. Alors ici, c'est la fermeture éclair, bien sûr. Et puis le chirurgien va découvrir la déformation, comme ça. Et il va mettre des vis dans toutes les vertèbres. On voit des nerfs ici qui sortent. Au milieu, il y a la moelle épinière. Et il va mettre des vis dans toutes les vertèbres. Et quand il aura mis toutes ces vis, il va mettre une tige métallique à droite et à gauche. Et après, il va tourner tout ça pour que ça se redresse et que ça soit bien beau, bien droit. Le risque, effectivement, c'est d'avoir une lésion des nerfs, soit les nerfs qui sont les nerfs qui sortent vers le thorax, par exemple, ou les jambes, soit au milieu, la moelle épinière. Et donc, toutes les vis qui sont mises, il faut qu'elles soient de part et d'autre, bien évidemment, de la moelle épinière. Et en plus, durant cette manœuvre, cette réduction, on peut avoir une souffrance de la moelle épinière, d'où l'intérêt de la surveillance électrique de cette moelle épinière. Une chirurgie lourde et conséquente de près de 8 heures, réalisée sous surveillance, en temps réel de la moelle épinière et des fonctions neurologiques, moteurs et sensitives. Une surveillance rendue possible grâce à un neuromoniteur installé au cœur même du bloc opératoire de l'hôpital des enfants DHUG. Aujourd'hui, on considère que le neuromonitoring pour une chirurgie, une correction d'une déformation rachidienne en âge pédiatrique, en l'occurrence avant l'âge de 20 ans, est ce qu'on appelle un standard of care, c'est-à-dire un outil qu'on doit absolument avoir. On ne peut pas faire ce type de chirurgie sans un neuromonitoring complet. On va faire ce qu'on appelle une baseline, une ligne de base, donc qui nous permet de voir les signaux donc au début d'intervention et après on va surveiller l'évolution de ces signaux tout au long de l'intervention, ce qui nous permettra de donner une alarme s'il y a quoi que ce soit qui se passe au niveau de la moelle. Ça lui permet de savoir si la moelle épinière est altérée ou si le geste qu'il est en train de faire, si ce geste péjore les voies de la moelle épinière. Donc ça lui permet d'ajuster son geste opératoire si nous on détecte quelque chose de notre côté. Le technicien qui surveille ce neuromonitoring regarde des courbes. Et c'est vrai qu'en cas d'alerte, ces courbes vont se modifier, soit leur amplitude diminue, soit ce qu'on appelle le délai de latence, la vitesse de conduction diminue. Et à ce moment-là, il lance une alerte. Pour l'équipe chirurgicale comme pour les équipes d'anesthésie, le neuromonitoring n'est pas un dispositif de confort, mais de sécurité. Il est indispensable pour garantir la surveillance permanente de la moelle épinière et limiter ainsi au maximum les complications neurologiques. On est tous centrés sur le patient et c'est effectivement essentiel que pendant toutes les phases de la chirurgie, nous travaillons ensemble. Typiquement, par exemple, la première phase de la chirurgie, ce qu'on appelle l'abord chirurgical ou la dissection, nous préférons avoir des tensions artérielles basses pour limiter les pertes sanguines du patient. Si celles-ci sont trop basses, le neuromonitoring perd le contrôle. Donc c'est un dialogue constant. On a des valeurs cibles de tension artérielle pour la phase de dissection, pour la phase de correction, mais qu'on doit parfois réajuster pour chacun de nos patients parce qu'un des 3 intervenants perd un de ses moyens de contrôle. Donc effectivement, on discute pendant toute l'intervention. Le but final étant centré sur une seule politique, celle de la sécurité du patient pendant l'intervention et après la chirurgie. Le succès de cette chirurgie, il est dû à 3 personnes ou 3 équipes. L'équipe chirurgicale, l'équipe d'anesthésie, l'équipe de neuromonitoring. Il est un fait que l'anesthésie en elle-même peut modifier le neuromonitoring. C'est pourquoi la communication entre ces 3 équipes durant l'intervention est fondamentale. Pour que le neuromonitoring soit le plus optimal possible, nous on doit utiliser des techniques d'anesthésie particulières parce que si on curarise le patient, ils n'auront rien du tout. Si on utilise certaines drogues aussi, ça atténue beaucoup le signal. Donc on doit adapter notre anesthésie à la surveillance. Et il y a aussi des événements qui se passent, par exemple une hémorragie, on peut perdre le signal parce que la tension baisse, mais ce n'est pas à cause d'une lésion du chirurgien. C'est une des plus grosses chirurgies et puis une des chirurgies qui est le plus invasive. Je veux dire, on a beaucoup de surveillance, peut-être plus que dans une autre opération. Aujourd'hui, on est dans un côté indispensable de surveillance. L'absence de surveillance serait l'équivalent d'une perte de chance pour le patient. On ne peut plus faire comme autrefois où on réveillait le patient pendant l'intervention pour lui demander de bouger le pied droit, le pied gauche. On le rendormait, on terminait l'intervention.
Et ici à Genève, dans les années 90, grâce au professeur Quellin, on a pu commencer les premiers monitorings. Aujourd'hui, ce monitoring nous met en temps réel s'il existe des signes de souffrance neurologique. Le neuromonitoring a aussi un intérêt majeur en neurochirurgie et dans des domaines du futur comme la chirurgie du langage, la chirurgie de l'audition, voire la chirurgie de l'olfaction.